quand on voit à quoi servent les profs aujourd'hui, quelle est leur idéologie de base et ce qu'ils apprennent aux gamins, on finit par se demander si effectivement c'est un drame qu'on supprime des postes, parce que le problème c'est pas seulement la quantité, mais c'est la qualité. Des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce serait bien. Qui prendrait l'inverse? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème, c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du XIXe siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. C'est même assez inquiétant que Jules Ferry, on prétend que c'est le père de l'école libre, laïque et obligatoire. C'est le père de l'école laïque obligatoire, oui, c'est-à-dire de l'école anticatholique. Mais libre, elle l'était déjà, et gratuite, elle l'était déjà. Hein. Elle l'est déjà depuis les rois de France. Hein. Donc on est vraiment sous les auspices d'un militant laïcard, colon notoire, hein, tout le monde a osé le faire remarquer. Hein. Mais ce choix crée la polémique, car l'ancien ministre de l'Instruction publique était aussi un colonisateur qui se fondait sur une thèse raciste. Il ne faut pas oublier, en sacralisant ces premiers républicains, que Jules Ferry et Paul Bert ont tous les deux été de très grands racistes. Jules Ferry, fondateur de l'école républicaine, mais qui fut aussi partisan du colonialisme, ce qui provoque quelques polémiques. Corinne Lalo et Éric Béra. Qui était Jules Ferry? Devant le lycée qui porte son nom à Paris, certains élèves rendent copie blanche. Qui c'était? Je sais pas. Attendez, je me souviens un peu. Jules Ferry, il a... Non, en fait, je sais rien sur lui. La plupart s'en tirent avec mention bien, voire très bien. Il a rendu l'école gratuite et publique, non? Et laïque aussi. Contre la monarchie, il voulait l'école républicaine en 1880. Contre la religion, il la décrétait laïque. Et contre l'inégalité, il l'a imposée gratuite. Les jeunes filles lui doivent également l'accès à l'enseignement secondaire. Jules Ferry représente bien l'égalité, l'égalité pour l'éducation, l'égalité des chances. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family,
as a school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Le lycée Jules Ferry, qui fêtera bientôt ses 100 ans, en est le symbole vivant. Lui, ce qu'il veut, c'est justement ancrer l'idée républicaine dans la société de son époque, et en particulier dans les campagnes, qui sont largement majoritaires, et qui étaient plutôt royalistes. C'est le but, justement, de ce système éducatif, de l'école communale, que nous avons tous connu. La vie de Jules Ferry est aussi faite de plusieurs engagements moins consensuels. Il était pour la colonisation. Effectivement, ce partisan des conquêtes coloniales fut même surnommé Ferry-Tonquin, en raison de sa conquête sanglante de l'Indochine. Originaire des Vosges, Jules Ferry resta marqué toute sa vie par la perte de l'Alsace-Lorraine et le désir de reprendre à l'Allemagne les territoires perdus. La République, en fait, est une émanation de la maçonnerie, mais ce n'est jamais dit. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, l'Église était à côté du roi officiellement, et moi ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie et l'Église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte, puisque la République prétend qu'il n'y a rien entre l'État et le citoyen. Et j'explique qu'il y a un énorme mensonge qui est le mensonge républicain, c'est en fait que tout le pouvoir est dans les corps intermédiaires, or ces corps intermédiaires n'existent pas. Et on est dans l'occulte, d'ailleurs dans l'occulte et l'initiatique, et c'est l'histoire de la maçonnerie. En face, effectivement, il y avait monarchie, catholicisme, qui a été effondré. Je raconte d'ailleurs les processus de destruction. C'est d'abord la nuit du 4 août, avec le renoncement aux privilèges. Après, ça a été notamment la perte de l'enseignement par l'Église catholique avec la séparation de l'Église et de l'État, qui est en fait la séparation de l'État et de la catholicité pour que finalement la franc-maçonnerie règne seule et de façon toute puissante dans la République. Enfin, c'est ce vaste mensonge républicain, répugnant, enfin ça pue la Troisième République et même la Quatrième République. Là. On est vraiment dans la France laïcarde républicaine, dans toute son abjection bourgeoise, mensongère. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économiques et intellectuels. J'estime que ce modèle a bouleversé la vie de beaucoup de gens, parfois dans le bon sens. Quelques-uns en ont tiré un grand bénéfice, mais pas les autres. Ceux-là sont frappés par une épidémie contemporaine, à la fois intempestive et imaginaire, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voici une carte des cas de TDAH aux États-Unis, ou plutôt des diagnostics de TDAH. Ne nous méprenons pas, je ne nie pas l'existence du TDAH. Je ne suis pas compétent pour affirmer une chose pareille. La grande majorité des psychologues et des pédiatres affirment que cela existe, je le sais, même si le débat reste ouvert. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. On prescrit des médicaments à ces enfants avec la même légèreté que quand on ordonnait l'opération des amygdales, selon une même base absurde, la mode médicale. Nos enfants vivent l'époque la plus stimulante de l'histoire de l'humanité. Ils sont submergés d'informations, leur attention est captée par tous les supports. Ordinateurs, iPhones, publicités, chaînes de télévision par centaines. Et nous, on leur reproche de ne pas se concentrer. Sur quoi ? Sur des sujets barbants, à l'école principalement. Encore une fois, ce sont les Rockefeller qui ont créé la National Education Association, organisation syndicale de l'éducation nationale aux États-Unis, avec l'aide de la Fondation Carnegie, et plus tard, celle de la Fondation Ford. Ce que les capitaines d'industrie attendaient de nos écoles, c'est une main-d'œuvre obéissante et docile, constituée d'employés faciles à gérer et de consommateurs enthousiastes.
Les écoles sont faites pour mettre en place des habitudes fixes en réponse à l'autorité. C'est pourquoi cela prend 12 ans. On attend de vous que vous répondiez par réflexe quand une personne avec un statut d'autorité vous dit quoi faire. Mais voici notre idéal. Il me semble que notre système d'éducation répond aux intérêts de l'industrie, qu'il est à son image. En voici quelques exemples. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge ? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge, ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète, ou encore qui veulent rester seuls. Quand on se penche sur la pédagogie, on n'adopte pas d'emblée cette conception issue du productivisme, mais la conformité règne. C'est de plus en plus vrai, surtout quand on constate la standardisation des tests de connaissances et des programmes scolaires, leur normalisation. À mon avis, nous devrions aller dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle modifier le paradigme. Une grande étude a été menée sur la pensée divergente il y a 2 ou 3 ans. La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles, ce qu'Édouard de Bono appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens, combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone ? Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent. Et si le trombone mesurait 60 mètres de haut ? S'il était en caoutchouc mousse ? Est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim ? Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé Breakpoint and Beyond, le point de rupture et au-delà. 1500 personnes ont été étudiées. Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie ? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez ? Combien étaient des génies ? 80%? Ok. Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis, la moitié moins, 30%. Nouveau test 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans, 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas ? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non ? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre 2 choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient, plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété « il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière, mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. » Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là, ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent. Les enfants sont curieux de nature et demandent sans cesse « Pourquoi ?»
À Hawaï, un projet a pour but de développer la pensée critique chez les enfants, en leur faisant chercher des réponses aux grandes questions qui ont toujours agité l'humanité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Direction les États-Unis. À Honolulu, le cadre inciterait plutôt au farniente, mais dans cette école publique élémentaire, on ne se repose pas. L'éveil au sens critique est au cœur de l'enseignement. L'idéal pour nous, c'est d'aider les enfants à penser par eux-mêmes et à devenir des personnes réfléchies. Le questionnement philosophique est au programme dès l'âge de 5 ans. Le professeur Thomas Jackson est à l'origine de cette méthode en rupture avec la pédagogie traditionnelle. En maternelle, les enfants sont émerveillés et cela transparaît dans leurs questions tout à fait extraordinaires. La plupart des élèves perdent cette capacité d'émerveillement au cours de leur scolarité. Dès le CE2 ou le CM1, ils n'ont déjà plus cette aptitude. Ils répondent aux exigences du système et aux attentes de l'enseignant. Besancenot comme Mélenchon recrutent essentiellement chez les profs et les étudiants. Ce qui veut dire que les profs et les étudiants sont la catégorie politique la plus stupide et la moins consciente de France quant au rapport capital-travail, gauche-droite, sérieux. Voilà. Les profs, qui sont censés être ceux qui transmettent le savoir aux jeunes, sont idéologiquement et politiquement les plus stupides de toute la France, genre de toutes les catégories. N'importe quel patron de bistrot et n'importe quel chauffeur de taxi est plus intelligent et plus cultivé et plus dans le réel politiquement qu'un prof. Voilà. And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. The programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us, it programs us to a particular worldview. Is they are absolutely propagandizing the world. All of you are engaged in running your mouths, doing your business, multiplying, buying houses, cars, business, whatever you're doing. And when you're told about God, religion, life, morality, you're saying, look, I ain't got no time for that. Because this media is here and designed to make sure that they ask no critical questions. To make sure that the only thing that they are concerned about is having a good time. The only thing they're concerned about is filling their bellies. The only thing they're concerned about is acquiring more and more material things. And so that is why today, one of the struggles that you have as young people, that when you want to do different events and you want to talk about real issues, you have the struggle of many of your peers who've been so conditioned in this matrix that they would rather party than listen to the truth. They would rather party and shop and go to the mall than to stand up for issues of justice. They're stuck in the matrix. But you have the responsibility of helping to wake them up, I like you, Nick. You know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and... And he would come back with, oh, I do? Well, it would be more like, you know... It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said all the people in the
Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no, no, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country today. And here we are years later after Aaron Russo points out that this is not a capitalist or free market country, but is really socialist. In fact, here's the cover of Newsweek. We are all socialists now. But this isn't the socialism the public thinks it is, where the government robs from the rich to give to the poor. Actually, it's always the big banks, the elites throughout history that fund socialism. They want to use the middle class's money to basically domesticate the working class and expand the size of government so it can basically, in the end game, eradicate the middle class and have a giant submass of uneducated slaves who have no chance of ever rebelling against the tyranny, and a tiny elite in control of it all. And that is the very nature of this New World Order system. They are using big government to strangle competition, to take control of the people, to break up the family, to basically set up a global plantation or neo-feudalist state.